Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cet individu m'intrigue beaucoup. Le fameux pasteur Tommy. Le pasteur Tommy. La question que tout le monde se pose est de savoir comment on peut passer 18 mois de maquis dans le pool et en sortir en très bonne santé. Donc, quand on voit la condition humaine et sociale au Congo, on se dit que les gens ont des problèmes de santé, d'alimentation et compagnie. Et donc, un individu, un maquisard, il est là, le pasteur Tommy, en très bonne santé. Eh bien oui, le pasteur Tommy, avant et après. Pasteur Tommy. Eh bien, je vais trouver la photo. Pasteur Tommy. Il est là, accompagné d'un certain colonel Mongo. Et là, il est là, Pasteur Tommy. Ça, c'est après le maquis. En très bonne santé. Donc, quand vous voyez la comparaison, ça, c'est bien sûr avant le maquis et après le maquis. Donc, c'est ce que je vais ici nourrir le débat pour éveiller la conscience des uns et des autres, parce que la problématique est intrigante pour tout le monde, pour comprendre comment un individu peut-il passer 18 mois dans le maquis, dans le pool, et s'en sortir comme s'il il vivait dans un pays développé. Mesdames, Messieurs, l'affaire Pasteur Tommy. Oui, l'affaire Pasteur Tommy. 18 mois de maquis dans le pool. Vous en sortirez en très bonne santé. Mesdames, Messieurs, oui, la question intrigue, dérange, alerte, éveille la conscience des uns et des autres. Comment un individu qui a passé 18 mois dans le maquis s'en sort indemne? C'est une première au monde. Et c'est ce que je vais vous expliquer et nourrir d'ailleurs le débat. Mesdames, Messieurs, commençons. Je vais d'abord prendre la pensée du docteur neurophysiologiste congolais, ce qu'on appelle Eugène Fernand Loubello. Donc, neurophysiologiste, vous entendez ça, mais c'est des grandes études pour arriver là, pour comprendre le cerveau du point de vue physiologique. Mais on passe beaucoup de choses. Là, on ne va pas parler des nerfs, parce que je ne veux pas rentrer dans la psychanalyse, la psychologie de Pasteur Tommy. Non, on parle de son corps, de ce qu'on a vu. Donc, les neurophysiologistes étudient aussi la biochimie. La biochimie est étudiée en biomédecine, en ce qu'on appelle la question de la nutrition, que je vais vous donner un petit peu d'explication, tout petit peu. Et ce que nous avions appris, parce que moi, en deuxième année, troisième année de licence, donc bac plus 2, 3, à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre d'abord la chimie organique et minérale, mais aussi ce qu'on appelle la biochimie. Il y en a plusieurs biochimies. Et donc là, il s'agit bien sûr de la biochimie énergétique et qui intègre les problématiques biomédicales de la nutrition, du poids, des surcharges et compagnie. Mais on va expliquer tout doucement, pas grand-chose, pour que vous ayez une idée à la fin. Mesdames, Messieurs, le docteur neurophysiologiste congolais Eugène Fernand Loubello a posé cette question. Si on est maigre, faites un maquis dans le pool pendant 18 mois. Vous en sortirez en très bonne santé. La preuve. La preuve est là. Pasteur Tommy. 18 mois de maquis.
Il s'en est sorti indemne, en bonne santé, comme si rien ne s'était passé. Bon, la deuxième pensée vient aussi de maître et docteur en droit public, maître Sylvain Senda. Celui-là a essayé un peu de faire comme un scientifique, c'est un peu de faire la santé comparée, de passer Toumi avant et après. Donc, avant, vous pouvez voir comme dans la photo qu'il a publiée, avec la preuve. Ça, c'est l'image qui a été envoyée par le docteur Maître Sylvain Senda. Donc, il est entouré quelque part des scientifiques et de tout le monde. Et c'est une bonne nouvelle pour un juriste aujourd'hui qui veut repenser le Congo de demain. Donc, il faut s'entourer des gens qui ont aussi la connaissance en la matière. Donc, on l'a vu là. Passer Toumi, ça c'est avant et après. Et voilà, voici ce qu'il a écrit, qui a éveillé ma conscience, non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant que scientifique. Mesdames et messieurs, il a écrit ceci. Pasteur Toumi, fonctionnaire de l'État. Ça, c'est avant le maquis. Fonctionnaire de l'État. Pasteur Toumi, avant l'élection présidentielle de 2016, avait un régime alimentaire adapté. Sommeil incomplet. Musculation globale harmonieuse. Poids estimé autour de 80 kg. Après le maquis, c'est-à-dire dans la forêt, dans le poule, 2 ans après, oui, il y a eu quand même d'intenses bombardements. Donc on voit qu'il a eu un surpoids, hein, des muscles non nécessités à l'action et inadaptés à la rébellion armée, confort de sédentarité. Le poids aujourd'hui estimé autour de 92 kg. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la question ou la problématique Toumi divise la diaspora congolaise et notamment celle de France. Bon, pour certains, je ne sais pas les rapports, hein, si on prend 50-50 ou 100-100 ou 40-30, bon, je ne sais pas. Donc certains pensent que Pasteur Toumi est le complice affirmé et confirmé de Sassou Nguesso. Confère déjà de 1998 à 2002, et puis après le hold-up électoral et tout ça. Donc ils pensent qu'il est le complice. Et d'autres disent non, Toumi n'est pas le complice. Toumi, c'est l'homme qui peut libérer le Congo, le pasteur. Donc, il est la victime aussi de Sassou Nguesso. Point bas. Mais qui a tort, qui a raison? Donc, il faut trouver là où se trouve l'avocat général. Bon, nous n'avions pas encore l'avocat général. Donc, l'avocat général, c'est nous qui allons nourrir les débats pour que vous soyez individuellement et collectivement des avocats généraux. Mesdames et messieurs, le paradoxe, c'est que Toumi a été condamné déjà. Hein? Il était jugé comme fugitif, traqué. Et vous voyez, en 2016, 2017, il était traqué. C'était devenu la bête noire de Sassou et autres. Mais ironie du sort, il a été innocenté. Il n'est plus le bandit, il n'est plus le terroriste, il n'est plus l'ennemi public de la tyrannie et compagnie. Non, rien ne s'était passé. Et c'est comme ça. Et donc, pour les partisans, oui, Toumi avait raison. Et voilà qu'on l'a innocenté. Mais alors, mais où est pourquoi Paulin Makaya, qu'est-ce qu'il a fait exactement pour qu'il soit condamné et il n'a jamais pris des armes contre le peuple, il n'a jamais fait tout ce que vous connaissez. Et quand même, il a amené une conscience. Le général Mokoko d'ailleurs, les prisonniers politiques, et tous ceux qui sont traqués et autres. Chacun en son âme et conscience peut juger parce que l'histoire se répète toujours. Parce que si nous abandonnons cette histoire, il est sûr et certain qu'elle va se répéter. Et je suis là pour éveiller votre conscience. Mesdames et messieurs, oui, nous sommes au cœur du droit et de la morale. Donc, quelqu'un qu'on a traité de terroriste et de bandits, de tout ce qui est l'ennemi public, le fugitif et autres, tout ça qu'on cherchait à les tuer et compagnie.
Finalement, sans justice ni quoi que ce soit, il est gracié, il est innocenté, rien ne s'était passé. Donc on oublie qu'il y a eu 5000 morts dans cette guerre du pôle, qu'on avait dit que c'était à cause des Toumi. Donc on oublie les morts là. 5000 minimum. On a violé les femmes, on a brûlé les villages, plus de 300 villages à feu et à sang. N'oublions pas les 180 000 déplacés et tout cela. Donc, quand on se retrouve quelque part, ceux qui se définissent comme intellectuels, cadres, civils, politiques et militaires, qui à tout instant peuvent prendre le contrôle du pays, on se demande qu'on est en danger. Parce que c'est un problème d'analyse et dire non, mais quelque part, ces vies n'ont servi à rien. On a détruit des vies et compagnie pour rien. Donc, bien sûr que on dit toujours qu'on a toujours 9 jours pour mentir, mais le 10e jour vient toujours à la vérité. Donc, elle finira toujours entre le bien et le mal. Le mal ne triomphe jamais. C'est toujours le bien qui triomphe par la suite. Mesdames, Messieurs, non, c'est un problème de conscience. Toumi condamné et traqué comme ça, à un moment donné, on croyait qu'il allait les tuer. On a dit que quelque part, il serait maintenant au Oyo, d'autres est toujours dans son terrier, dans les villas cachées ou dans les grottes. Et si on cherchait s'il y avait des trous dans le pool, avec tous ces moyens de guerre asymétrique, des terrorismes d'État, c'est-à-dire une partie de l'armée prend des armes pour aller bombarder contre le peuple, c'est-à-dire en traquant un seul individu, en détruisant des vies. Je vous rappelle qu'il y a eu plus de 5000 morts victimes. Ne font pas les viols et tout ce qui est là. C'est un désastre qui va traverser le 21e siècle. Nous ne sommes qu'au début de cette histoire, qui est d'abord psychanalytique, psychologique, mais aussi politique, géopolitique et humanitaire d'ailleurs. Mesdames et messieurs, oui, 180 000 déplacés. L'ONU a fait les comptabilités, même ceux qui sont dans les Niari, dans la Bouenza, vers Pointe-Noire, vers Brazzaville, Kinkala et tout ça. Mais tout ça, dans la tête des uns et des autres, dans les repères et autres, au cœur de leur lit, il dit, ah tiens, donc on peut faire ça aux uns et aux autres et être tranquille et gracieux. Mais quel repère nous donnons à ceux qui vont diriger le Congo après Sassou Nguesso? C'est ça que je veux, vous veillez votre conscience. Faites attention. J'ai dit, l'histoire se répète. Mais cette fois-ci, Sassou ne sera plus là. Donc faites attention. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc, je pense en votre âme et conscience, vous pourrez certainement douter. Parce que l'animal ne doute pas. C'est l'animal, c'est l'instinct qui commande. L'animal, c'est l'attaque ou la fuite. Nous, on doute parce qu'on est humain. Si je doute, donc je suis. Donc je suis humain, le cogito, René Descartes. Donc je pense, je réfléchis, je raisonne, j'analyse, je mets des hypothèses, des réflexions. Donc j'ai une âme, j'ai une conscience, j'ai certaines valeurs. Et qui sont là, qui disent non mais attends, on est au cœur des valeurs quand même, morales. La barrière entre le bien et le mal. Donc, comment moi, mon âme est consciente avec mon éducation? Bien sûr, la morale. Oui, la miséricorde suffit déjà. Mais la morale, ça dépend de... Mais les impacts sont là. Donc nous préparons pas à pas une poudrière annoncée. Un chaos et un pays ingouvernable avec toutes ses conséquences. Si nous ne veillons pas les consciences des uns et des autres, mesdames, messieurs, oui, doutez. J'apporte les réflexions pour que vous puissiez douter que cette affaire de Toumi n'est pas seulement partisane, n'est pas seulement euh, du pôle, elle n'est pas seulement géopolitique nord-sud, n'est pas seulement politique, elle est d'abord humaine et aussi politique. Voilà la politique. Donc quand on pense que non, la politique, ça m'intéresse, voilà, et la politique va toujours vous retrouver. Ceux qui devaient aller avec les enfants, petits-enfants dans le pool, aller depuis des années en Europe, en Occident, ailleurs. Vous voyez aller dans le pool aujourd'hui comme ça, trouver vos villages, comme on parlait dans les photos avant le hold-up électoral et compagnie. Bon, donc vous voyez les conséquences de la politique quelque part. Mesdames, Messieurs, pour info,
cette affaire n'est pas encore terminée. On n'est qu'au début. Parce qu'il s'agit bien sûr des dossiers secrets du Sassoland et de l'Iocratie, mais aussi de sa France Afrique. Et n'oublions pas les secrets qui vont certainement sortir avec quand les archives ou les fiches et tout compagnie de nos services seront mis et récupérés quand on aura récupéré cette nation et ce pays au maire de ça. Donc tous les services qu'on appelle les services de renseignement intérieur et extérieur et de tout ce qui est là, on aura les dossiers, on aura les fiches, les individus sont encore là, les Congolais parlent, les choses vont sortir. Donc restons calmes, analysons ça de manière positive. Ne nous mouillons pas dans une affaire qu'on ne comprend pas parce que certains ont dit que tout mis sera au Maroc, en malade ou en Afrique du Sud et compagnie, on a tout mélangé. Mais l'intrigue est là, quelqu'un qui a été traqué de terroriste et fugitif et il se retrouve là, sans problème, en bonne santé. Qui est con, qui est imbécile. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, la problématique très bonne santé du pasteur Tomi après 18 mois de maquis. Vous savez que quand on parle de maquis, oui, je voulais nourrir les débats, le maquis, on va dans le maquis parce qu'on est fugitif quelque part. Donc c'est quelqu'un de recherché. Vous ne pouvez pas rentrer dans le maquis parce que volontairement. Historiquement, c'était toujours des problèmes. On fouillait l'esclavage, on fouillait la colonisation, on fouillait les guerres, hein, souvent les guerres, c'est toujours l'histoire des guerres, ou des dominations ou autres. Les gens se sont retrouvés, par exemple, pendant l'esclavage, les maquis, quand on voit les noirs marrons, qu'on appelle aux Antilles, ou même à la Guyane, ou même, je sais pas, ou à la Réunion, ou pour les dom-toms, on connaît que c'était les gens qui contestaient l'esclavage et autres qui se sont réfugiés dans les montagnes, dans les tours, et eux, donc ils ont questionné les maquis. Le maquis a existé depuis des siècles. Et je peux prendre un autre cas, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu aussi beaucoup de maquisards. Et pour nous, on a eu l'affaire de Diawara et Koko, et Luka, Bakekolo et tout ce monde. Vous connaissez la situation, qui connaît comme le maquis. Nous avions aussi eu l'affaire Piranga avec la forêt du Congono. Un maquis qui était dans son propre milieu, village, il était réfugié. Donc c'était vraiment des problèmes. On a vu aussi le cas de Yvon Colonna, la Corse, avec l'affaire du préfet Erignac en France en 1999. Et quand il était terré, et juste là, on allait retrouver. Vous voyez comment il s'était transformé. On a vu aussi les problèmes de Saddam Hussein, on peut en citer. Mais quand je vois cette photo, je me demande, je me pose des questions de savoir. Non, il y a un souci. Maquis et s'est retrouvé comme ça. Il y a un souci. Et pourquoi? Parce que dans un maquis, vous avez plusieurs soucis, des gros soucis. Le premier souci, c'est d'abord les besoins vitaux. L'eau. Il faut boire. Il y a un problème de ravitaillement. Donc, qui lui a amené de l'eau? Mais il y a eu aussi, pour ce monsieur, le problème de l'alimentation. Qui lui alimentait? Qui sont ces gens? Comment dans une région qui a été mise à feu et à sang, pilonnée tous les jours, avec tous les services de renseignement du dictateur, les renseignements militaires, les renseignements civils et compagnie. Mais comment il a pu rester en bonne santé? Attendez. Donc, le problème de l'eau, le problème d'alimentation, le stress et tout compagnie. Et il faut dire que tout autour, ça brûlait. Les villages, je vous informe que les villages et tout ça brûlait, ça continue aujourd'hui. Les impacts sont toujours d'aujourd'hui, sont toujours d'actualité. Mais comment un fugitif et puisse être en bonne santé et comme ça? Donc c'est ce que je vais vous expliquer. Ce que je vais vous expliquer, mesdames, messieurs. Eh bien oui. Vous savez que quand vous êtes en cavale, pour être en cavale déjà pour les fugitifs en France, il faut déjà avoir une bonne planque. Un lieu de planque. Là, je suis dans un centre de traitement de l'agriculture, c'est-à-dire c'est un centre d'essai pour la permaculture et tous ceux qui font
l'agriculture durable. Donc je suis là quelque part dans un centre, quelque part, vous ne voyez pas ce qui est derrière, je ne vous dis pas. Bon, bref. Donc, il faut d'abord un lieu de planque, il faut de l'argent, il faut aussi des relais, il faut tout. Pour l'alimentation, pour tout ça. Donc, il faut se faire petit et autres. Donc, ça demande quand même des... Ça agite les neurones, ça demande du personnel, ça demande beaucoup de gens, des gens de confiance et compagnie. Mais là, quand on le voit, parce que Toumi, problème de l'eau, pour être en bonne santé, moi je parle d'abord en tant que scientifique, qui connaît les problématiques de la biologie, la biomédecine. Donc il faut de l'eau. L'eau, c'est d'abord la vie. Et puis il faut manger. Ça, c'est ça. Mais ça ne se fait pas. Il y a des insectes, il y a des... Tout ça, je ne sais pas comment ils dormaient. Est-ce que c'était dans un lit, c'est par terre et autres. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le bout, comme les serpents, les petits blessures, les moustiques et autres. Ils devaient arriver avec un visage défiguré ou encore, je ne sais pas, parce que la situation du terrorisme du tas dans le pôle, oui, il y a eu vraiment, il y a eu des morts, il y a eu vraiment désolation. Il faut voir les gens dans à Kinkala ou partout où ils sont réfugiés. Oui, c'était vraiment un traumatisme. Je vous dis que ça va passer en 2050. Nous allons gérer ces problèmes et ça sera parti. Nous serons là pour gérer ces problèmes-là. Hein. Bon. Mesdames et messieurs, peuple congolais, eh bien oui, je vais ici nourrir le débat. Donc, je vous ai parlé du problème de maquis. Donc, on ne peut pas constituer un maquis et rester 18 mois comme ça en bonne santé. Ce n'est pas possible. Du point de vue de l'alimentation, du ravitaillement et en plus de l'environnement, le milieu. Oui, parce qu'on a agressé, on est quand même dans un climat subtropical ou équatorial où il y a une gonométrie qui est énorme. Donc l'humidité arrive jusqu'à 80-90%. Donc on transpire et donc il faut de l'eau, il faut réfléchir parce qu'on ne peut pas physiologiquement. Il ne peut pas rentrer dans ces mécanismes physiologiques. Les docteurs neurophysiologiques pourront vous expliquer ça. Très bien, même si je connais quand même une bonne partie des notions. Mais attends. Attends, c'est pas possible. Je vous dis, c'est pas possible. On ne peut pas être. On peut pas. Nous, scientifiques, on doute, même encore moins les médecins, pas congolais, mais les médecins d'ailleurs dans le monde. Regardez quelqu'un qui a passé 18 mois de maquis dans les conditions des bombardements, comme on voyait la Deuxième Guerre mondiale, et il se retrouve comme ça, je ne sais pas où est-ce qu'on l'a ravillé. En plus, il y avait des Arabes qui circulaient, il avait des moyens, je ne sais pas qui sont devenus. Donc, tout est intrigant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Donc, je vais ici essayer un peu d'analyser la situation du point de vue de ce milieu. Donc, c'est un milieu subtropical ou équatorial. Les températures varient souvent entre de 22 à 34 degrés en fonction des saisons. Et surtout dans ces petites zones de montagne, des bassins versants, hautes montagnes et autres petites montagnes du pôle. Donc, par exemple, en saison sèche, la température peut baisser jusqu'à 18 degrés. Donc, il fait frais. Dans les caves, là-bas, je ne sais pas, dans la grotte, je ne sais pas où il était, voilà, il fait frais. Et pendant la journée, la température peut arriver jusqu'à 34 degrés, surtout dans les périodes de grande saison sèche. Donc, on transpire en rien. Donc, il faut boire, il faut autre. Hein. Les déplacements, déjà, il fallait qu'ils se déplacent. Bon, n'oublions pas les moustiques, les petits trucs. Bon, donc, il faut aller examiner. Les gens qui sont là, ils doivent regarder, passer tout mis de A à Z et voir est-ce qu'il y a eu des piqûres et autres. Moi, je ne vous cache pas. Moi, je suis né à Brazzaville. Mais j'ai vécu l'école primaire, collège, lycée, à Makwa, à l'Équateur. Mais moi, pendant les saisons sèches, pendant les saisons sèches, où la température que l'hiver austral qui arrive sur la zone intertropicale se bloque dans notre zone là. C'est pourquoi il fait frais en saison sèche, c'est-à-dire entre juin et début septembre. Et parce que voilà, mais j'allais dans cette période, mais quand même on avait des bestioles, des trucs qui partout, le milieu jungle.
J'étais partais tous les vacances pendant un mois. On passait un mois et demi parfois sous la rivière Mambili, à 2 pas du parc national de Djala. Je connais son droit toutes les saisons. Au collège, lycée, j'allais là-bas. Les vacances pour aller faire la pêche, la chasse et pour payer les fournitures scolaires et compagnie. Donc, moi, je connais ce milieu de la jungle, même si je suis naturaliste, physiologie, hein, naturaliste, oui. Ça veut dire que j'ai une maîtrise de sciences naturelles obtenue en France. Biologie, géologie. Étant donné mon espérance de travailler, tout ça. Donc, je vous dis que nous, quand on allait même la pêche, on était entre la rivière et les compléments et tout ça. Il y avait toutes les conditions. Mais on était quand même, on rêvait qu'il y avait des piqûres, il y avait plein de trucs. Mais là, quand je vois ce monsieur, quand même, oui, j'ai vécu le Mayom. Vacances 86, 87, j'ai passé 2 semaines dans le Mayom. Regarde, c'est pas de tout repos. J'ai été à Boko-Songo. Pour ceux qui sont avec un copain, je connais, monsieur Papa, on était à la fac. Il m'a amené à Boko-Songo. Donc on voit l'environnement, j'ai fait ça. Mais c'est pas possible. C'est l'environnement du bassin du Congo. Donc on ne peut pas passer 18 mois à être comme ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mesdames, messieurs, maintenant parlons de son poids. Parce qu'il a pris du poids quand même. Vous avez vu, le maître docteur Sylvestre Seda a posé bien la problématique que fonctionnaire de l'État avant l'élection présidentielle de 2016 avait un régime alimentaire adapté, sommeil incomplet, musculation globale harmonieuse et poids 80 kg. Et là, en sortant, il a maintenant autour de 90 kg. Donc, il y a eu une surcharge quelque part pondérale. Mais comment expliquer le sous-poids de Toumi et pendant ce pseudo-maquis? Oui, on rentre dans les pseudo-maquis. Donc, comment expliquer cette surcharge de poids? Donc, au départ, il a dû partir autour de, si on n'a pas mesuré, peut-être lui, l'inconscient, il devait avoir 70 à 75 kilos à peu près. Mais là, il vient de 75 à 92 kilos. Donc, ça fait une marge énorme de plus de 15 kilos. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Et en plus, donc il faut aller ce qui se passe dans le corps de Pascal Toumi, au niveau moléculaire et cellulaire. Et donc, je ne vais pas rentrer en profondeur. Je vous donne seulement quelques éléments de ce que nous appelons en biochimie. Donc, vous savez que, oui, je vais vous expliquer le surpoids de Toumi pendant ce pseudo-maquis. Je vais vous expliquer l'équivalent, commençons par l'équivalent calories-grammes. Quand on voit calories et grammes, je vais vous faire l'équivalent calories-grammes. Il s'agit bien sûr d'une... Je ne veux même pas rentrer au cœur de la biochimie. Parce que c'est trop compliqué, il y a des équations, il y a des... Bon. Je vais vous expliquer ce que vous pouvez entendre quand vous allez voir un nutritionniste. Même un nutritionniste va vous parler ça, mais il sait que les mécanismes sont les mêmes. Donc, quand il parle aussi de biochimie. On parle des lipides, de protéines et des glucides. Les glucides, c'est les sucres et tout ce que nous connaissons. Les lipides, c'est les graisses. Et les protéines sont pour les enzymes, les vitamines et tout ce qui nous permet de fonctionnement normal de notre corps. Donc, je vais m'appesantir que sur les graisses, ce qui fait augmenter la masse, surtout la surcharge pondérale. Mesdames, Messieurs, bon, vous savez que l'activité physique pendant le maquis, parce que pendant le maquis, ce n'est pas du tout repos. Vous avez voulu aller chercher, parce qu'on était en zone de guerre. Par un temps, il était en situation de guerre hein, avec Sassou. Donc, il devait être les armes, se déplacer, tu vois, manger. Donc, ce n'était pas du tout repos. Il faut dormir, il y a des cauchemars, on est dans une grotte, je ne sais pas, on doit se déplacer. Il devait avoir des déplacements énormes. Bon, donc, sur ce plan, c'est-à-dire, il aurait certainement, Toumi, s'il n'était pas dans un endroit tranquille, il aurait certainement eu une intense activité physique. Vous savez que cette intense activité physique constitue une dépense énergétique très importante. Prenons l'exemple de Toumi pour voir comment on peut exprimer la dépense calorique en grammes. Toumi, avant et pendant. Avant, il avait autour de 70 à 115 kg. Donc après ce pseudo-maquis, on parle de plus de 92 kg. Donc il y a eu certainement une surcharge
pondéral. Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Ça va. Au niveau moléculaire et cellulaire, c'est-à-dire métabolique, c'est pareil. Avant, Toumi avait autour de 70 à 75 kilos, bien sûr. Donc, si on prend le cas de Toumi, au départ, il avait 70 à 75 kilos. Donc, par rapport à ses déplacements et tout ce qui était du maquis, il devait dépenser 500 calories par heure d'activité physique. Ça veut dire que pendant le maquis, il devait déplacer, faire chercher de l'eau, organiser et faire ceci. C'est très dur. Vous avez vu Sassou Nguesso pendant la guerre de 97. Il est sorti amaigri alors qu'il n'était même pas au combat. C'est le stress et compagnie. Vous voyez déjà, Sassou était sorti amaigri. Quand vous voyez à la libération le 15 août, le 15 octobre 1997, quand il est sorti de ce truc-là, qui venait et tout ça, vous voyez qu'il avait la peur de la mort, il y avait tout ça, crée un stress énorme. Mais Toumi, non. Donc il n'avait pas peur de la mort. Donc, et de tout ce qui est de ses camarades, et c'est tout. Voilà, bref. Donc Toumi, 70 kg à 75 kg, oui. Donc il devait dépenser 500 calories, c'est les normes, hein. Une personne de 70 à 75 kg dépense 500 calories par heure d'activité physique. Mais dans le cas de Toumi, ça devait être encore plus. Si 1 gramme de lipides, c'est-à-dire de graisse, fournit 9 calories, alors 500 calories nécessitent une dépense énergétique de 500 divisé par 9, c'est-à-dire 55,55 grammes. Donc, par conséquent, Toumi, mais non, si on inversait le calcul, donc pour maigrir par exemple 1 gramme, donc on doit fournir ou dépenser 9 calories. Pour maigrir de 1 kilo, donc 1 kilo c'est 1000 grammes, donc on doit dépenser 1000 multiplié par 9, ça fait 9000 calories. Et donc, je viens de vous expliquer succinctement l'équivalent calories-grammes. Donc, en réalité, Toumi devait maigrir. Donc, on devait le retrouver avec un homme qui devait avoir au moins autour de 60 kilos. À peu près comme le cas de Sassou Nguesso pendant la guerre de 97. On l'a vu à sortir au 15 octobre 1997. Il était amaigri. Mais Toumi, comment il peut se retrouver prendre une surcharge pendant? Donc, toutes les études montrent que scientifiques, biochimiques, médicales, nutritionnistes et autres mettent en évidence une intense activité physique et baisse considérablement la surcharge pondérale. Donc, si on a la surcharge pondérale, donc on était dans une situation de sédentarisation et donc c'est ça. Donc, en réalité, Toumi était sédentarisé, qu'il a été très bien alimenté et ce qui fait que sa masse cette surcharge pondérale qu'il a pris par rapport à... C'est pas encore, il n'est pas encore gros, hein, mais quand on voit les différentiels entre le poids de départ et l'après, dans une situation de conditions extrêmes et autres, certainement Toumi devait augmenter de masse graisseuse et autres. Donc là, on voit qu'il a grossi, donc c'est un problème. Donc là, il devait diminuer carrément. Donc Toumi devait se retrouver autour... Vu la situation là, avec les 13 qu'il allait mourir et compagnie, on le cherchait pour le tuer et autres, Toumi devait se retrouver autour de 60 kilos, à peu près, par rapport à sa taille et autres. Donc il serait maigre. Mais là, donc, tous les nutritionnistes congolais ou du monde entier peuvent aller étudier le cas que monsieur est rentré dans un maquis où il y a eu une guerre asymétrique, de bombardements, de terrorisme d'État, des violences et des bois. On a tué plus de 3000 personnes et détruit plus de 300 villages à Fiasson, et 120 000 personnes évacuées dans d'autres régions. Et aussi, il a perdu beaucoup de membres de sa famille et de tous ces gens, et qui lui sort en bonne santé comme j'étais là, dans un environnement normal, quoi. Voilà, comme on était dans des bonnes conditions, quoi. Donc, c'est à douter. Mesdames et messieurs, donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, Toumi, au vu de son teint, sa forme, sa santé, donc, au point de vue scientifique, médical et compagnie, je doute qu'il était
dans ce maquis. Non, il était quelque part. Sinon, il aurait perdu de poids. Il serait dans un corps un peu défiguré ou tout ça qu'on aurait pu voir. Donc ceux qui sont là, observateurs, allez regarder pour les besoins historiques, demandez à Toumi de faire son poids, mesurer son poids et voir tout ce qui est autour de lui. Est-ce qu'il n'y a pas des moustiques, des pecs, des trucs vraiment où il y a eu des morsures et autres? Non. Et comparé aux autres. Bon, mesdames, messieurs, c'est ce qu'il fallait démontrer. En terminant, moi je vous dis simplement pour les besoins. Vous savez que je l'ai fait un truc là sur Internet, que j'ai été, comme disait Arnaud Montebourg, dit que la toile, le milieu, médias, réseaux sociaux nous ont rapprochés. Il y a des gens qui ont, c'est comme une amitié un peu abusive. Les gens essaient un peu de croire que le fait d'être sur les médias sociaux, on est comme amis, quoi, vraiment dans la vie et compagnie. Mais non, ils oublient qu'il y a des gens qui ont des parcours, soit de vie, hein, que ce soit famille, amis, relations et autres. Donc ils viennent quoi, voilà, parce qu'on lutte sur un combat commun, qu'on croit qu'on devient comme ça. Donc c'est la situation que j'ai vécue avec une personne. Il n'y a pas d'ostracisme, hein, hein. Je ne suis pas la peur des étrangers, non, bien au contraire, je vis à l'étranger. Je parle d'une certaine personne, un individu qui est sur les médias actifs, sur les médias réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, Facebook, donc qui s'est défini pour un point la Tutsi de la résistance congolaise, la fondatrice de l'autodéfense, point point. Donc nous avons parlé d'un certain colonel Mongo, et vous savez que ces gens qui sont de la DGST, TST, donc ils ont un mélange de tout, hein. Ils vont là, par-ci, par-là, mais déjà, du point de vue des fondamentaux des armées, les renseignements militaires, aller dans un truc, faire un terrorisme d'État, bon, ça passe pas. Donc on a parlé de ça, il me semble que cette personne a pris la défense du colonel Mongo, et qui oublie aussi que je suis congolais, et que j'ai une vie au Congo, et que j'ai un parcours, j'ai tout ça, donc elle a tout dénié. Et tout ce qui nous avions publié, qu'il y a eu des réactions, que ce soit du docteur Fernand Eugène Loubello, il a détesté aussi, il a contesté les trucs du docteur Sylvain Senda et tout le monde. Et donc, cette personne, moi je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, j'ai demandé de publier sa photo. Elle n'a pas. Donc, elle a dit que, donc, elle dénie déjà, ce qui m'est arrivé le 17 août, que j'ai porté plainte pour la police, ce qui m'est arrivé, donc elle a donné ça que c'était pour les baises, arrêtez vos baises, vous croyez que je suis une indique, je suis... Donc tout ce qu'elle a dit, elle mélange tout, qu'elle est pour un coup elle était pour Toumi, mais là elle est chez Mokoko, elle est ceci, elle se dit la Tutsi congolaise et autres. Moi je l'ai dit, je profite de cette tribune, si vous êtes Tutsi, la Congolaise, vous connaissez ce qui se passe en Afrique souvent, mais je pense que vous avez plus de soucis à mettre votre énergie sur la RDC parce que si Kabila tombe, les Tutsis auraient vraiment des soucis, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans leur propre pays parce que ce qui est, soi-disant, pense la résistance de la RDC, un grand voisin, un pays qui hyper puissant qui va arriver, les Rwanda et les Tutsis auront des soucis avec là. Donc prenez votre énergie là-bas, ne venez pas s'excuser sur les affaires entre Congolais. Et il a même à contester ce que je suis. Je l'ai dit sur la toile. J'ai dit non, mais écoutez, vous savez que du point de vue, même police armée, gendarmerie, oh, j'en ai plein qui me connaissent. Vous voyez? Donc, pour des raisons de sécurité des uns des autres, des marges arrière, compagnie, on ne va pas tout dire. Mais elle, c'est quoi forte, qu'elle connaît tout. Et je lui ai dit, allez, va te faire faute. Bon, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, je lance ce message que je vais envoyer à certains amis de la résistance sur ces réseaux pour qu'ils identifient la photo de cette personne-là qui nargue la résistance et c'est quoi tout connaître sur le Congolais et tout. Et donc, c'est dire, ah oui, on me dit que je suis une indique, je suis un espionne, je suis... Bon, elle peut dire ce qu'elle veut. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Je lutte pour mon peuple, le peuple congolais. Je pense qu'elle est quelque part, même si c'est naturalisé, ça c'est son problème. Elle est quand même africaine. Si elle est elle est quand même africaine. Mais dans cette situation, il y a parfois plus d'africaines parce que ce qui apporte comme bazar, parfois on ne se regarde même plus africain, on regarde en termes d'individus. Donc, je lance ce message-là, et ça, pour les indices, elle se disait qu'elle était la fondatrice de la force d'autodéfense de la libération du pôle. Et s'affirmait là, vous connaissez. Et cette même personne, elle se disait qu'elle connaît beaucoup, hein, des Congolais et qu'elle est la Tutsi
de la résistance. Bon, moi, avant de venir en France, les années 92, on ne parlait pas beaucoup des Tutsis au Congo-Brazzaville, mais je connais qu'il y avait des Béninois, les Maliens, toujours depuis, ben, Tutsis. Bon, bref, je vous dis que vous avez d'abord des soucis avec la RDC parce que vous connaissez les Congolais. Hein. Venez pas attaquer les Congolais des Souches comme moi. Et vous savez là où vous mettez les pieds. Donc vous connaissez beaucoup. Mais remarque-toi bien que si vous parlez des gens que vous connaissez, au niveau civil, politique et militaire, je suis sûr à mon âge, et au même âge que ces gens, tous me connaissent. Donc si on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe entre les raisons, nous luttions pour libérer notre pays et sauver nos vies et compagnie et récupérer notre pays, mais venez pas s'incuser dans cette affaire-là. Je vais demander à certains individus de trouver la photo de cette fille parce que, de cette... Bon, elle s'est dit, il me semble que c'est une... Elle dit la Tutsi de... Voilà, j'ai compris. Donc, pour ceux qui la connaissent, je l'ai dit d'ailleurs que, malgré les apparences, on dit que les pouvoirs, même s'il y a eu différents avec l'histoire de Mokoko, les pouvoirs quand même encore, soi-disant, dans la partie nordiste, l'institution militaire, et que tous ces gens, quelque part, vous ne pouvez pas avoir des renseignements militaires, de tous ces gens que je ne connais pas. Mais on fait le petit parce qu'on sait qu'on protège les vies des uns et des autres. Mais on connaît beaucoup. Donc vous ne connaissez pas. Même si vous connaissez, parce que si vous êtes indique ou compagnie, vous travaillez pour ça, parce qu'on ne connaît pas votre photo, vous identifiez à un côté que vous étiez pour Makaya et pour Futumi. Après, vous me dites que vous êtes de Mokoko, vous tournez comme ça, vous êtes la Tuti, autre. Attention, bon, on ne sait pas, mais je pense que vous avez d'abord des priorités, d'abord la RDC là, hein, parce qu'après la chute des câbles là, les Tutsis risquent d'avoir des soucis. Je ne sais pas au Congo, mais on ne sait pas. Mais il me semble qu'il y a la résistance des deux côtés. Je vous donne ce mot ça, laissez-nous gérer nos affaires entre Congolais. Donc arrêtez de venir faire ce que vous voulez faire. Je lance ce message d'alerte. Si vous voyez qu'elle s'appelait la Tutsi de la résistance, la Tutsi de ... et qu'elle est autodéfense, et suivez-moi cette personne-là. Nous voulons avoir ces photos de cette personne-là parce que ce qu'elle a dit sur la situation de tout ce qui est arrivé, la cité plein de noms, en passant par les Mafimba, les Mapingu, de tout le monde. Et c'est fait gonfler, et qui est comme ça, et sème les années et autres. Donc, mais les réseaux travaillent pour identifier cette personne parce que c'est... Il faut voir les problèmes congolais entre Congolais. Nous sommes les Congolais, et malgré les apparences, c'est comme moi en France. Si je veux parler de la politique, de la géopolitique de la France et compagnie, je ne connais pas beaucoup plus que même les Français eux-mêmes, qui sont des acteurs politiques et compagnie, ou des opposants et autres. Donc, ils connaissent beaucoup de nous sur l'Afrique et le Congo. Et moi aussi, moi je connais beaucoup du Congo. Des relations personnelles, de notre histoire, des relations, mais nous sommes dans une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène, donc nous luttions contre cela. Donc ne venez pas rentrer, comme disait Arnaud Montebourg, simplement parce qu'on est dans les médias et réseaux sociaux, on croit que tout est permis. Vous ne connaissez pas les parcours des uns et des autres. Nous, on laisse ça pour communiquer dans le sens d'unir les forces pour avancer. Mais ne venez pas s'excuser. Je connais les vrais Congolais. Mais imaginez pas que, parce que vous êtes là, vous croyez que vous connaissez tout, mais faites attention. Je préfère vous inviter à se pencher sur la problématique Tutsi qui concerne votre pays, le Rwanda. Parce que nous sommes d'abord au Congo, je suis congolais, des souches d'ailleurs. Donc, il s'agit bien sûr d'un avertissement. Mais pour le cas de Toumi, donc, Toumi c'est congolais, donc, nous l'invitons à donner sa part de vérité maintenant, avant qu'il soit neutralisé, parce que dans la dictature des Sassou, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Ils sont tous passés là. Déjà pour ces 20 dernières années, depuis ceux qui ont aidé Sassou, tous ils sont tombés comme des quilles dans un bowling. Donc en réalité, il est en captivité. Donc arrêtez, pour les besoins de l'histoire, donnez la vraie information au réseau pour qu'ils gardent ça pour sauver les Congo demain après Sassou. Mais si on crée les amalgames demain, comme l'histoire se répète, je pense qu'elle va se répéter dans quel sens, je ne sais pas. Il y a eu un traumatisme dans le pôle, on a détruit le pôle, on a détruit le pôle comme si c'était un pays extérieur, on a mené une armée pour détruire, et donc on a lavé les mains à d'autres, et autres, est-ce que, je vous dis que la dictature des Sassou, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Là, loyauté, service et prison, ou la mort.
qui appelle la paix éternelle. C'est à vous de choisir. Merci beaucoup et à bientôt.